Vous le savez, l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus présente dans toutes les sphères de notre société, dans toutes les pratiques industrielles, commerciales. Elle est de plus en plus présente et elle est définitivement présente au niveau de la photo et de la vidéo. On retrouve l'intelligence artificielle, par exemple, dans nos logiciels de retouche photo, dans nos logiciels de montage vidéo, de même que dans nos boîtiers, par exemple, pour aider à la mise au point. Alors, l'intelligence artificielle, là, elle est définitivement très présente et il y a plusieurs volets au niveau de l'intelligence artificielle dont on a discuté et qu'on a besoin de continuer de discuter et d'aborder sur la place publique, comme par exemple comment se gouverner à l'égard de l'intelligence artificielle et quelle position doit-on adopter à l'égard de celle-ci. Mais il y a un volet au sujet de l'intelligence artificielle qu'on aborde trop peu souvent et c'est celui du coût d'énergie qui est lié à l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, il y a de quoi être vraiment surpris et pas de façon agréable. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Dans une édition qui est parue au printemps, le magazine Time a identifié une centaine de personnalités qui sont des influenceurs d'importance au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de son cheminement et de son développement pour les années à venir. Bien entendu, parmi ces 100 personnalités-là, on retrouve de grands chefs d'entreprise, des entreprises qui font la pluie et le beau temps au niveau de l'intelligence artificielle. On peut penser à Meta, on peut penser à Google, etc. et d'autres grandes entreprises à cet effet-là. On y retrouve également d'autres personnalités, dont 2 Québécois. Le premier, il est le dirigeant de l'Institut québécois au niveau de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Yoshia Bengio. Mais la deuxième personne à laquelle je veux faire référence, c'est une Ukrainienne qui a eu domicile à Montréal. Elle s'appelle Sasha Lucioni. Et le domaine d'expertise de Sasha Lucioni, c'est le fait qu'elle analyse les coûts d'impact au niveau des énergies lorsqu'on sollicite l'intelligence artificielle. Et c'est un volet qu'on aborde très peu souvent. À ce chapitre-là, j'ai vu hier une entrevue avec Sasha Lucioni qui a donc été diffusée à Radio-Canada. Vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo vers cette entrevue-là, qui est une entrevue assez courte, 5-6 minutes, mais elle est formidable. Et Sasha Lucioni est une extraordinaire vulgarisatrice. En gros, et je ne peux pas reproduire et je ne peux pas reprendre des extraits donc de l'entrevue dans ma vidéo, ce n'est pas permis par Radio-Canada au niveau de la propriété intellectuelle, mais grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que chaque fois qu'on sollicite l'intelligence artificielle par rapport à une opération qu'on faisait auparavant de façon normale, comme par exemple faire une recherche et trouver une réponse dans Wikipédia, mais lorsqu'on sollicite ChatGPT par exemple pour obtenir la même réponse, les dépenses en énergie sont de 20 à 30 fois supérieures au coût d'énergie qu'on a déployé originellement lorsqu'on faisait la recherche par nous-mêmes et qu'on trouvait donc nos réponses sur le web. 20 à 30 fois. Pourquoi? Parce que bien sûr, l'intelligence artificielle repose sur un parc de serveurs qui est astronomique. On a besoin d'une puissance informatique démesuré pour opérer de l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, le coût de l'énergie pour ce parc de serveurs, pour cette ferme de serveurs, comme on dit dans le jargon, évidemment, pour opérer les serveurs, pour climatiser donc l'endroit où c'est, pour la dépense au niveau de l'eau pour refroidir à ce moment-là également l'ensemble et le bâtiment et les infrastructures. Alors pour toutes ces raisons-là, la dépense qui est liée à l'intelligence artificielle, c'est démesuré. Et la deuxième chose qui est très importante qu'elle dit, et je vais reprendre mon propos également un tout petit peu plus tard, c'est sommes-nous conscients du choix qu'on fait quand on choisit la voie A, c'est-à-dire la voie traditionnelle, et la voie B, qui est à ce moment-là, qui se tourne davantage vers l'intelligence artificielle. Pour reprendre son propos, ici je me ramène à la retouche photo, il y a 2 exemples qui me viennent à l'esprit en ce qui a trait à la voie traditionnelle de faire les choses et à la voie via donc l'intelligence artificielle. Et par exemple, je peux penser à la réduction du bruit.
J'affectionne la réduction du bruit en intelligence artificielle. La voie traditionnelle, c'était qu'on avait des outils qui nous permettaient d'identifier les pixels qui étaient liés au bruit numérique. Et là, le logiciel soustrayait ces pixels-là. Par contre, sa façon de procéder était de prendre des pixels qui étaient à proximité, de les étirer pour combler l'espace qui était donc maintenant vide à ce moment-là, avec les pixels qui avaient été retirés et qui étaient liés au bruit numérique. Ça, c'était la voie traditionnelle. La voie au niveau de l'intelligence artificielle, c'est le fait que les pixels qui sont identifiés à ce moment-là sont également retirés, ceux qui sont associés au bruit numérique, et on demande à l'intelligence artificielle quel est le pixel le plus pertinent à mettre à la place. Plutôt que d'étirer les pixels à ce moment-là, substitue le pixel retiré avec un autre pixel à ce moment-là qui va respecter le coloris, le ci, le ça, etc. Donc, c'est pourquoi la résultante qu'on a en intelligence artificielle, elle est drôlement intéressante. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une voie traditionnelle et il y a donc une voie où est-ce que ça fait appel à l'intelligence artificielle et il y a donc une sollicitation de l'énergie qui est nécessaire pour l'opération. Deuxième exemple, lorsqu'on veut gommer un défaut dans une photo. Alors, auparavant, on a nos outils classiques qui nous permettent d'identifier à ce moment-là l'endroit qu'on veut gommer. On veut retirer une portion à ce moment-là de notre photo et remplacer celle-ci avec des pixels qui seraient appropriés. Alors, il y a la façon classique de le faire qu'on faisait, on identifiait, et là, le logiciel allait repérer un endroit, trouver des pixels qui étaient à peu près similaires et substituait ceux-ci à ce moment-là à ceux qu'on venait de retirer ou qu'on voulait retirer. Et le tampon de duplication également nous permettait de faire cette opération-là. Voilà donc la voie traditionnelle. La voie en intelligence artificielle, c'est qu'on vient cerner la zone, on laisse l'intelligence artificielle opérer, et là, celle-ci va donc créer une nouvelle situation, ou va créer un nouvel, si vous voulez, un nouveau magma de pixels qui va remplacer ceux qu'on veut donc enlever. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence de coût entre une fonction qu'on veut exercer de façon traditionnelle et une fonction qu'on veut exercer grâce à l'intelligence artificielle? Et la réponse, c'est oui. C'est oui. Vous pouvez le voir depuis les 3-4 dernières années, depuis qu'on nous propose des modules en intelligence artificielle. Et si vous avez choisi de vous tourner vers des logiciels de retouche photo récents avec des modules en intelligence artificielle, vous avez été certainement confronté aux exigences requises au niveau de votre ordinateur, au niveau de votre portable, pour utiliser les dits logiciels de retouche photo. Avez-vous vu les exigences? C'est costaud, ça demande de plus en plus de mémoire vive, ça demande surtout des cartes graphiques également avec de la mémoire vive qui va pouvoir supporter l'intelligence artificielle. Alors au niveau du coût d'énergie, c'est vous qui êtes en train de supporter le coût de l'énergie, c'est peut-être pas une ferme de serveurs auquel je faisais référence précédemment, mais vous absorbez localement le coût de cette énergie-là. Voir si vous avez décidé de ne pas faire appel à des logiciels spécialisés et vous vous tournez de temps en temps vers ces plateformes qui ont des outils en intelligence artificielle et qui vous offrent la possibilité donc de profiter de ces fonctions-là en intelligence artificielle, mais elles aussi vont vous demander des frais à ce moment-là pour utiliser les fonctions. Non pas seulement parce qu'il s'agit d'un logiciel à ce moment-là et de modules, mais également parce que vous faites appel à des ressources informatiques d'importance pour supporter l'intelligence artificielle, pour supporter donc le parc de serveurs qu'elles ont en arrière-plan de leur plateforme pour à ce moment-là faire fonctionner l'intelligence artificielle. Adobe est un beau cas parce qu'on se retrouve même dans un cas hybride, parce que Adobe a des exigences très élevées au niveau de ce qui est requis pour faire fonctionner ces logiciels sur votre ordinateur, et en même temps vient vous dire que lorsque vous faites appel à certains modules en intelligence artificielle, vous devez être connecté à Internet parce qu'à ce moment-là, la requête va être exercée par un parc de serveurs donc d'Adobe. Alors, ça veut donc dire qu'on travaille ici en mode hybride. Et non seulement ça, vous le savez, au niveau du modèle d'affaires, Adobe vient vous dire « je vous donne certains crédits mensuellement à ce moment-là pour utiliser l'intelligence artificielle, mais lorsque vous aurez atteint le montant maximal de crédit, vous devrez à ce moment-là défrayer puisque vous demandez des fonctions qui exercent une charge à ce moment-là au niveau de mes serveurs. » Puisque l'entrevue avec Sacha Luccioni m'a sensibilisé aux dépenses d'énergie liées à l'intelligence artificielle, je me suis intéressé justement au géant Adobe.
Qu'en est-il? Quels sont ses engagements environnementaux? Et là, je suis tombé sur son rapport au niveau justement environnemental 2023, où est-ce qu'il nous rappelle à ce moment-là certaines des visées qu'il a au niveau énergétique, si vous voulez, ou au niveau de minimiser à ce moment-là son empreinte environnementale. Et je dois vous dire que je ne suis pas particulièrement impressionné. Bien sûr, quand je regarde tout ça, par exemple, Adobe prend l'engagement de dire d'ici 2025, je veux à ce moment-là que mes besoins soient supportés par de l'énergie renouvelable à 100%. Bon, bravo, à ce moment-là, si c'est pour éliminer des énergies fossiles ou encore le charbon, par exemple, qui pourrait être utilisé à titre d'énergie, il y aura donc moins de GES. Mais ça, c'est juste au niveau des infrastructures d'Adobe. Et encore là, au niveau de l'énergie renouvelable, une petite parenthèse, c'est pas parce qu'on fait appel à l'énergie renouvelable, donc il y a moins de GES, que c'est sans coût pour la société. Et ici, actuellement, au Québec, vous le savez, le Québec est chanceux et privilégié parce que notre énergie principale, c'est une énergie qui est verte, qui est l'hydroélectricité, donc c'est donc une énergie qui est renouvelable. Par contre, le gouvernement a pris des engagements à l'endroit de certaines sociétés pour les attirer aussi au Québec en leur promettant à ce moment-là qu'on pourrait répondre à leurs besoins en énergie renouvelable, ce qui fait que, il y a quelques années, on avait des surplus d'énergie qu'on était capable de vendre aux Américains, mais là, avec les promesses qu'on a faites, non seulement on n'a plus de surplus, on s'en va vers moins de surplus, il n'y en aura plus, mais on va être en déficit d'énergie. On va avoir des pénuries d'énergie parce qu'on aura plus de besoins que, si vous voulez, de ressources qu'on a. Et là, pour construire les infrastructures en énergie renouvelable, en hydroélectricité, pour répondre à ces engagements-là qu'on a fait d'un point de vue donc de développement économique, ça va coûter des milliards. Ça va coûter des milliards. Et je vous précise d'ailleurs également une chose, on va également demander aux consommateurs de réduire de façon significative leur consommation d'énergie. Donc, il va falloir qu'on se serre la ceinture et on va également dépenser davantage pour financer ces infrastructures-là. C'est à n'y rien comprendre, mais c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on dit, à l'instar d'Adobe, qu'on se tourne vers des énergies renouvelables qu'il n'y a pas un coût social, qu'il n'y a pas un coût économique lié à ces énergies-là. Pour le reste des projections ou, si vous voulez, des visées au niveau environnemental d'Adobe, franchement, là, c'est un effet de vitrine, sans dire que c'est de la poudre aux yeux, tout ça, c'est bien correct. C'est bien correct de vouloir réduire ça et ça et ça et ça, de réduire la consommation d'eau au niveau des employés. On peut comprendre, là où est situé Adobe, il fait chaud là-bas, donc on peut comprendre qu'il y a un souci par rapport à la consommation d'eau, mais je vous dirais que ça ne couvre pas le fond du problème au niveau d'Adobe et justement, quelques pages plus loin, on retrouve le fond du problème juste ici au niveau de Generative AI. Lorsqu'on lit ce paragraphe-là, qui est en anglais malheureusement, et là je vais vous traduire cela, mais lorsqu'on lit ce paragraphe-ci, ce qu'on vient lire, c'est que Adobe est conscient de l'impact énergétique de ses produits à ce moment-là. La façon que les choses sont compilées, la façon que c'est développé, de la façon qu'on sollicite l'intelligence artificielle et le coût qui est associé, donc d'un point de vue de la consommation d'énergie, à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'ils sont à se questionner sur la façon de faire les choses pour tenter de diminuer ce coût-là à ce moment-là. Et lorsqu'on demande de générer une image, par exemple, c'est bien cool, c'est le fun, tout ça, mais imaginez la puissance des serveurs qui est nécessaire pour justement créer cette image-là. En Generative AI, là, c'est vraiment, ça peut être assez hallucinant. Alors, lorsqu'on vient dire que ces préoccupations-là et ces réflexions-là des ingénieurs d'Adobe pour réduire l'impact, ben c'est le début de quelque chose où est-ce qu'ils veulent vraiment réduire leur empreinte. Ça vient dire qu'ici, Adobe est sensible aux propos de Sacha Lucioni, qui parle donc du coût d'impact de l'intelligence artificielle, du coût au niveau des énergies. Adobe ici en est conscient, mais les solutions ne sont pas encore trouvées. Est-ce qu'il existe des pistes de solutions pour atténuer le tout? Bien, on va saluer les efforts qu'Adobe va faire pour tenter de trouver des solutions dans ses produits pour réduire, par exemple, le coût d'impact au niveau de l'intelligence artificielle. Bravo! Si toutes les sociétés vont à peu près dans le même sens de tenter justement de minimiser, et peut-être qu'elles n'auront pas le choix parce que ce sont des coûts énormes à absorber. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir, à l'intérieur même, si vous voulez, de la dynamique et des processus de l'intelligence artificielle, on va peut-être trouver des réponses par rapport à cela. Mais je vous dirais que nous,
à titre de consommateur, à titre d'utilisateur, ce qui pourrait beaucoup nous aider, c'est d'avoir plus d'informations. Et l'exemple que je veux vous donner, c'est par exemple par rapport à vos déplacements. Et les gens, par exemple, qui sont en Europe, vous êtes bien placés pour le savoir, lorsque j'ai à me déplacer d'un point A à un point B, d'un pays à un autre. Quel est mon coût au niveau des GES, des émissions de GES? Quel est mon coût si j'utilise mon automobile, si je me tourne vers le train ou encore si j'utilise l'avion? Il y a des outils qui nous permettent d'obtenir les informations. Et à ce moment-là, on est en mesure de faire les choix les plus éclairés. Évidemment, par rapport au coût, tout cela, et également au niveau des impacts environnementaux. Et à ce moment-là, ça dépend donc des consciences de tous et chacun par rapport au choix qui est donc à faire. Mais il y a des outils qui nous permettent justement de pouvoir faire des choix entre l'avion, le train et l'autobus. Alors, pourquoi ne pas avoir le même genre d'informations, par exemple, lorsqu'on vient dire « Ah, vous vous tournez vers l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'à ce moment-là, cette opération-là génère à peu près tel montant de GES. » Et justement, si j'avais ces informations-là, ça me permettrait de voir quel est l'impact de mon geste et à ce moment-là, d'apprécier le fait que si ma photo, elle est destinée aux médias sociaux, plus particulièrement qui vont s'afficher sur un téléphone cellulaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me tourner vers l'intelligence artificielle pour obtenir un résultat optimal? Ou encore, si la façon traditionnelle de faire les choses n'est pas la plus judicieuse. Dans un descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers le site de Sacha Lucioni pour que vous puissiez mieux connaître son travail. 2. L'entrevue qu'elle a accordée à Radio-Canada. C'est une entrevue que j'ai trouvée très intéressante. Et 3, vers le rapport d'Adobe au niveau de ses responsabilités corporatives et sociétales. C'est un rapport qui est intéressant à parcourir, particulièrement au niveau environnemental. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et là, j'ai bien hâte de vous lire et de voir quelle est votre appréciation, quelle est votre opinion justement au niveau de l'intelligence artificielle et de cette facette-là qu'on aborde peu souvent, c'est-à-dire au niveau des coûts d'énergie liés à l'intelligence artificielle. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.